Mon gâteau de mariage à 7 500 € a été complètement détruit, mais c'est la meilleure dépense que j'ai jamais faite. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ce gâchis rouge vif gisait ma propre sœur, sur le point de sombrer dans un sommeil profond. Elle m'avait intentionnellement droguée lors de mon propre mariage pour me transformer en une et pas vivre devant ma riche belle famille. Je l'ai laissé faire, mais à un prix bien plus élevé, un échange discret de verres, un faux sourire, et le résultat fut le spectacle le plus satisfaisant de ma vie. Ma précieuse sœur s'effondrant au milieu des miettes de Red Velvet. Mais pour comprendre pourquoi ma propre sœur voulait gâcher mon grand jour, je dois vous ramener au processus de préparation. Je m'appelais Camille, 29 ans, directrice marketing dans une entreprise prestigieuse à Bordeaux, et j'avais toujours mis un point d'honneur à être calme et logique. Ma sœur cadette, Chloé, 27 ans, était ce qu'elle appelait une influenceuse, ce qui était un mot chic pour dire chômeuse vivant une vie virtuelle sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle ne disait pas à ses 12 000 abonnés, c'était la dette de 45 000 € qu'elle cachait à nos parents. Mes parents, Philippe et Béatrice, avaient toujours favorisé Chloé. Toujours. Cela défiait toute logique, toute raison, toute justice. Je pouvais ramener des mentions très bien, des bourses, des promotions, cela n'avait aucune importance. Chloé pouvait poster un selfie avec une citation motivante volée sur Pinterest, et mère l'encadrait. La jalousie de Chloé a atteint son paroxysme lorsque je me suis fiancée à Charles. Charles était interne en chirurgie orthopédique au CHU, brillant et gentil, avec des mains capables de reconstruire des os brisés et un sourire qui faisait battre mon cœur. Mais ce qui a vraiment fait vriller Chloé, ce n'était ni sa carrière ni son caractère, c'était son nom de famille. Charles est issu de la vieille bourgeoisie bordelaise, le genre de famille dont les ancêtres ont signé des traités et possédaient des vignobles classés, le genre de famille qui est toujours invitée aux garden parties dans les châteaux historiques, le genre de famille auquel Chloé voulait désespérément accéder. Pendant les préparatifs du mariage, elle est devenue un véritable cauchemar. Tout a commencé 3 mois avant le mariage. J'étais assise dans mon appartement haussmannien, passant en revue les contrats des prestataires, quand Chloé a débarqué à l'improviste. Elle est entrée vêtue d'un legging de yoga qui coûtait plus cher que le budget course mensuel de la plupart des gens et portant un sac de créateur que je savais qu'elle ne pouvait pas s'offrir. J'ai réfléchi, annonça-t-elle sans même dire bonjour. Je devrais être ton témoin principal. J'ai levé les yeux de mon tableau Excel. Chloé, j'ai déjà demandé à Adèle, ton amie avocate. Elle a froncé le nez comme si elle avait senti quelque chose de pourri. Camille, c'est un mariage avec des éléments de la haute société. Veux-tu vraiment que quelqu'un qui porte des tailleurs pantalons stricts se tienne à côté de toi sur les photos qui seront dans les pages société du journal Sud-Ouest? Adèle est ma meilleure amie. Elle a été là pour moi à travers tout. Et je suis ta sœur. La voix de Chloé a pris ce ton pleurnichard que je ne connaissais que trop bien. Ta seule sœur. Que penseront les gens si ta propre chair et ton propre sang n'est pas ton témoin? On aura l'air brouillé. Ça fera mauvais genre pour nous deux. En plus, j'ai besoin de ça, Camille. Sais-tu à quel point ce sera bon pour mon image de marque? Un mariage dans un hôtel historique de Bordeaux? Avec la famille de Charles? Je pourrais gagner des milliers d'abonnés. J'aurais dû dire non tout de suite. J'aurais dû tenir bon. Mais ensuite, elle a appelé mère. 2 heures plus tard, nos 2 parents ont débarqué chez moi. Mère tamponnait déjà ses yeux avec un mouchoir brodé. Et père arborait son expression déçue, celle qu'il avait perfectionnée au fil des décennies pour me faire sentir coupable d'exister. Camille, ma chérie, dit mère en me prenant les mains. Chloé est dévastée. Absolument dévastée. Elle a l'impression que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas. Je n'ai jamais dit ça. Je voulais juste. Ta sœur traverse une période difficile en ce moment, interrompit père, sa voix portant ce ton autoritaire qu'il utilisait quand la discussion était close avant même d'avoir commencé. Le moins que tu puisses faire est de l'inclure dans ton jour spécial. Fais-la se sentir valorisée. Fais plaisir à ta sœur, ajouta mère en serrant mes mains. Ne la rends pas triste. C'est un jour, Camille. Tu peux sûrement être généreuse pour une journée? La manipulation était un cas d'école. Ils avaient fait ça toute ma vie, faisant des sentiments de Chloé ma responsabilité, de son bonheur mon fardeau.
D'accord, dis-je. Le mot avait un goût de cendre. Tu peux être le témoin. Chloé a poussé un petit cri et a tapé des mains. Mère rayonnait. Père hocha la tête d'un air approbateur. Adèle, quand je l'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle, est restée silencieuse un long moment. Puis, tu es sûre de toi, Cam? Non, ai-je admis. Mais c'est plus facile que de se battre contre eux tous. Plus facile n'est pas toujours mieux. Elle avait raison, bien sûr. Mais j'avais déjà commis ma première erreur. J'avais déjà acquiescé. Je ne savais pas alors que cette concession avait ouvert la voie au complot le plus vicieux de Chloé. 2 semaines avant le mariage, Chloé m'a envoyé un SMS. Besoin que tu paies ma robe de demoiselle d'honneur. Je suis un peu juste ce mois-ci. La robe qu'elle avait choisie sans me consulter était une robe en soie à 1600 € d'une boutique qui exigeait des rendez-vous et servait du champagne pendant les essayages. Quand j'avais suggéré des options plus abordables pour les demoiselles d'honneur, elle avait ri. Tu te maries dans la vieille bourgeoisie, Camille. On ne peut pas avoir l'air bon marché sur les photos. Que penserait la famille de Charles? J'ai fait le virement, je n'ai même pas discuté. En y repensant maintenant, debout dans cette salle de bal avec la connaissance de ce qu'elle avait prévu de me faire, je vois tout clairement. Chaque exigence, chaque manipulation, chaque fois que nos parents m'ont fait ravaler mes besoins pour nourrir son ego, tout cela avait mené à ce moment. Chloé ne voulait pas seulement faire partie de mon mariage. Elle voulait le détruire. Et j'ai failli la laisser faire. La salle de bal de l'hôtel historique bordelais était une vision d'élégance à la française. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur des tables rondes habillées de soie ivoire, chaque centre de table étant une cascade de roses blanches et de lierre. Le parquet brillait, reflétant la lueur de centaines de bougies. Au fond de la salle, sur une table à part, se dressait la pièce maîtresse qui m'avait coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le gâteau de mariage. 6 étages de perfection red velvet, chaque couche enveloppée de fondant ivoire et décorée de feuilles d'or comestibles qui captaient la lumière comme des étoiles éparses. Des fleurs en sucre faites à la main, pivoine, rose, gardénia, descendaient en cascade sur un côté dans un étalage époustouflant du talent du pâtissier. Il coûtait 7500 €. Et il valait absolument chaque centime, bien que pas pour les raisons que j'avais imaginées au départ. J'étais assise à la table d'honneur, positionnée exactement là où je l'avais spécifié dans mon plan de table soigneusement dessiné. En tant que directrice marketing, je comprends le pouvoir de l'image, l'importance des angles, la façon dont une photographie peut raconter une histoire ou détruire une réputation. J'avais passé des heures à planifier cette disposition. Charles était assis à ma gauche, ravageur dans son smoking sur mesure, ses cheveux foncés parfaitement coiffés, sa main chaude sur la mienne sur la nappe blanche. À ma droite était assise Chloé, moulée dans une robe en soie couleur champagne qui coûtait probablement plus cher qu'elle ne l'admettrait, ses cheveux relevés en un chignon élaboré qui avait dû prendre des heures. À côté de Charles se trouvait Guillaume, son meilleur ami et témoin, cardiologue au sourire facile et à la présence rassurante. J'avais donné des instructions spécifiques au personnel de l'hôtel sur cette disposition. Le mari à gauche signifiait que dans presque tous les moments capturés de nous en tant que couple, nous serions face à face. Mon angle facial serait toujours flatteur. L'éclairage capterait parfaitement mes traits. Je pensais avoir tout prévu. Devant chacun de nous se trouvaient des flûtes à champagne en cristal identiques, fournies par l'hôtel, sans gravure, sans marque distinctive. Elles captaient la lumière des bougies, les bulles montant en parfait ruisseau doré à travers le millésime coûteux que la famille de Charles avait offert pour le toast. Le plat principal venait d'être débarrassé, un agneau en croûte d'herbe avec des légumes rôtis, dressé comme une œuvre d'art. Le personnel se déplaçait efficacement entre les tables, le doux cliquetis des couverts sur la porcelaine créant une symphonie sophistiquée. La conversation bourdonnait autour de nous, ponctuée d'éclats de rire des amis de fac de Charles à la table 7. Charles s'est penché près de mon oreille, son souffle chaud contre ma peau. « As-tu vu l'oncle Richard essayer de draguer ta grand-tante Marie-Thérèse ? Je crois qu'il a bu trop de vin. » Je me suis tournée complètement vers ma gauche pour le regarder, riant, mon corps pivotant pour faire face à mon nouveau mari. Dans ma vision périphérique, j'ai capté un mouvement à ma droite, la main de Chloé.
Sa main s'est déplacée sur la table avec une douceur exercée, s'étendant comme pour ajuster mon marque-place, qui avait légèrement bougé pendant le dîner. Un geste parfaitement innocent. Serviable, même. Mais alors que sa paume glissait au-dessus de ma flûte à champagne, elle s'est inclinée. Juste légèrement. Le liquide incolore de la petite fiole en verre qu'elle tenait dans sa paume est tombé dans mon verre et s'est dissous instantanément dans les bulles. La carbonatation a tout caché, pas de changement de couleur, pas de résidu, rien pour indiquer que quoi que ce soit avait changé. Elle a retiré sa main rapidement, repositionnant mon marque-place avec un petit sourire satisfait. Elle pensait que personne n'avait vu, mais Chloé avait oublié Adèle. Ma meilleure amie depuis la fac de droit était assise à la table VIP juste en face de nous, positionnée avec une vue parfaite sur la table d'honneur. Alors que Chloé était si concentrée sur moi, sur Charles, pour s'assurer que nous ne remarquions pas son petit tour, elle avait complètement négligé la femme avec l'œil du détail d'une avocate pénaliste et les instincts de quelqu'un qui avait passé des années à étudier comment les gens commettent des crimes. Adèle avait tout vu. La main glissante. Le liquide tombant. Le sourire en coin de Chloé. Mon téléphone, posé face visible sur la table à côté de ma flûte à champagne, a vibré. BZZZZ. Le son était subtil, perdu dans le bruit ambiant de 200 invités célébrants. Mais je l'ai senti, j'ai vu l'écran s'allumer avec un message entrant. J'ai jeté un coup d'œil. Un e-message d'Adèle. 4 mots courts. Tout en majuscules. Échange les vers. Elle l'a drogué. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement arrêté, puis a recommencé avec un bruit sourd et douloureux que j'ai senti dans ma gorge, ma poitrine, mes doigts. Le monde a légèrement basculé, la lumière du lustre soudainement trop vive, les sons autour de moi soudainement trop forts. Je me suis figé, chaque muscle de mon corps se bloquant. Mais des années de présentation client, de réunions à enjeux élevés, de maintien du calme quand les campagnes s'effondraient ou que les cadres paniquaient, tout cet entraînement s'est enclenché. Mon visage est resté calme. Neutre. Peut-être une touche d'inquiétude, comme toute mariée pourrait l'être en lisant un texto pendant sa réception, mais rien de plus. J'ai levé les yeux lentement, prudemment, croisant le regard d'Adèle à travers la pièce. Elle m'a fait le plus petit signe de tête. Décisif. Certain. Elle l'avait vu, elle en était sûre. J'ai regardé la flûte à champagne devant moi. Le liquide doré étincelait innocemment, les bulles montant toujours dans ses parfaits ruisseaux. Il ressemblait exactement au verre de Charles, exactement à celui de Guillaume, exactement à celui de Chloé. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était plus de la jalousie fraternelle ordinaire. Ce n'était pas Chloé faisant un caprice ou des demandes ou pleurant auprès de nos parents. C'était une attaque calculée et ciblée conçue pour ruiner ma réputation devant la famille de mon mari. Elle avait prévu ça. Avait attendu le moment parfait. Elle voulait que je boive ce verre. Elle voulait que je sois désorientée, confuse, négligée. Elle voulait que la famille de Charles, cette famille prestigieuse et fortunée dont elle était si obsédée, me voie me ridiculiser? Voir leur nouvelle belle-fille comme une ivrogne, comme quelqu'un d'inapte pour leur fils, quelqu'un qui ne pouvait pas gérer son alcool à son propre mariage. La personne qui voulait plaire à tout le monde en moi, celle qui avait passé 29 ans à ravaler mes sentiments et à s'accommoder des caprices de Chloé et à hocher la tête quand nos parents exigeaient que je la rende heureuse, cette version de Camille est morte à ce moment-là. Je savais que je devais agir, que je devais échanger les verres d'une manière ou d'une autre, retourner le plan de Chloé contre elle. Mais elle était juste là, à moins de 60 centimètres, son attention fixée sur les 2 flûtes à champagne comme un faucon surveillant sa proie. J'étais assise, figée sur ma chaise, hyper consciente de chaque détail. Le poids de mon téléphone dans ma main, la condensation se formant à l'extérieur de la flûte à champagne empoisonnée, le bruit de la respiration de Chloé à côté de moi, rapide et excitée, anticipant sa victoire. Elle surveillait ses verres, tous les deux, je ne pouvais pas bouger, pas agir, pas tant que ses yeux étaient dessus. J'avais besoin d'une opportunité, d'une distraction. Je suis restée assise là, le cœur battant, attendant. Charles a serré ma main, prenant ma tension pour de la nervosité du jour de mariage. Ça va, murmura-t-il. Parfait, ai-je réussi à dire, le mensonge fluide et exercé.
Et puis le destin m'a envoyé la femme la plus puissante que j'ai jamais rencontrée. Je l'ai entendue. Le clic des talons sur le parquet. Des talons chers. Le son venait de derrière nous, de la direction du salon VIP, un espace privé que l'hôtel avait désigné pour que la famille proche puisse faire des retouches et avoir des moments de calme. La porte s'est ouverte. Madame Éléonore de Montmorency en est sortie. La mère de Charles était une force de la nature contenue dans 1,70 m. Sa robe haute couture en soie bleu marine avec des perles complexes qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture lui allait parfaitement. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon élégant, des boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière. Elle avait clairement retouché son maquillage, ses lèvres maintenant d'une nouvelle nuance de rouge classique. Elle a marché le long du dos de notre rangée de chaises, son chemin la menant directement derrière la table d'honneur. Clic, clic. Clic, le son de ses talons était distinctif dans la brève accalmie entre les plats, audible au-dessus de la conversation douce. J'ai senti Chloé se raidir à côté de moi. S'il y avait une chose à laquelle ma sœur ne pouvait pas résister, c'était l'occasion d'impressionner quelqu'un d'important, et Madame de Montmorency était la personne la plus importante à ce mariage, la matriarche d'une famille dont le nom figurait sur des bâtiments et des fonds de bourse d'études, dont l'opinion pouvait ouvrir des portes ou les fermer pour toujours. La tête de Chloé a tourné si vite que je suis surprise qu'elle n'ait pas eu un coup du lapin. Elle a pratiquement bondi de sa chaise, se mettant directement sur le chemin de Madame Éléonore avec l'enthousiasme d'un golden retriever voyant son maître après une longue journée. « Oh, Madame de Montmorency !» La voix de Chloé est montée d'une octave, dégoulinant d'une douceur fabriquée. « Vous reposiez-vous aussi dans le salon VIP ? J'espère que la réception n'est pas trop accablante pour vous. Je sais que ces événements peuvent être absolument épuisants, surtout avec tant de gens voulant votre attention. » Elle avait tourné le dos complètement à la table. À moi. Au vert. Dans ma tête, le texto d'Adèle brillait comme un néon. Échange les verres. C'était ça. Ma seule chance. Mes mains se sont déplacées vers les bases des deux flûtes à champagne. Mes doigts étaient stables, des années de manipulation de supports de présentation délicats m'avaient donné une précision que je n'avais jamais appréciée jusqu'à ce moment. Je n'ai pas soulevé les verres. Ce serait trop évident, trop visible, même avec le dos de Chloé tourné. Quelqu'un pourrait voir. Un invité. Un serveur. Même Charles s'il lui arrivait de baisser les yeux. Au lieu de cela, je les ai fait glisser. Pendant ce temps, la voix de ma sœur résonnait derrière moi. Je dois dire, continuait Chloé, n'attendant pas de réponse, tendant la main pour toucher légèrement la manche de la robe de Madame Éléonore. Cette robe est absolument née pour vous. Les perles, la coupe, c'est la perfection. Vous avez l'œil le plus incroyable pour la mode. Je disais justement à Camille plus tôt à quel point vous aviez l'air élégante. Tout simplement élégante. La nappe en soie était parfaite pour ça, chère, lisse, avec juste assez de friction pour contrôler le mouvement mais pas assez pour résister. J'ai appliqué une légère pression sur les bases des deux verres, poussant mon verre drogué vers la position de Chloé tout en tirant simultanément son verre propre vers le mien. Ils ont glissé sur le tissu comme des patineurs artistiques sur la glace, se déplaçant juste 1 millimètre au-dessus de la surface, le liquide à l'intérieur ondulant à peine. Hop! J'ai fait pivoter légèrement le nouveau verre dans ma position, le tournant de sorte que la faible trace de rouge à lèvres que Chloé avait laissée sur le bord soit tournée à l'opposé de l'endroit où elle était assise. L'ensemble du processus a pris 5 secondes, exactement le temps qu'il a fallu à Chloé pour terminer son compliment effusif sur la robe et commencer à dire à quel point elle admirait le travail philanthropique de Madame Éléonore avec l'hôpital des enfants. Personne n'a remarqué, les serveurs étaient à l'autre bout de la salle de bal, les invités étaient engagés dans leur propre conversation. Charles regardait son oncle Richard, qui avait effectivement coincé ma grand-tante Marie-Thérèse près du bar. Mais Adèle a remarqué. J'ai jeté un coup d'œil vers la table VIP. Elle tenait son verre de vin mais ses yeux étaient sur moi. Quand nos regards se sont croisés, le coin de sa bouche s'est soulevé dans le plus petit sourire. Elle a levé son verre d'une fraction, un toast que je seul pouvais voir. Mon réseau d'alliés avait fonctionné parfaitement, et je savais avec une certitude absolue qu'Adèle ne quitterait pas ma sœur des yeux pour le reste de la nuit. Elle regarderait. Elle documenterait. Elle serait prête.
Madame Éléonore s'est extraite de l'attention de Chloé avec la grâce exercée de quelqu'un qui gérait les arrivistes depuis des décennies. C'est très gentil à vous de dire ça, ma chère. Si vous voulez bien m'excuser, je devrais retourner à ma table. Elle s'éloigna, laissant un nuage de parfum coûteux dans son sillage. Chloé s'est retournée vers son siège et a pratiquement rebondi sur sa chaise, le visage rouge de triomphe. Elle pensait qu'elle venait de marquer des points majeurs avec ma belle-mère, pensait qu'elle avait eu un moment de réseautage réussi qui vaudrait certainement une story Instagram plus tard. Elle a jeté un coup d'œil à la table. Les 2 flûtes à champagne étaient assises exactement comme elles l'étaient avant qu'elle ne se retourne. Même position, même niveau de remplissage, même éclat innocent de bulles dorées. Ses yeux se sont posés sur elle brièvement, puis se sont détournés. Pas de suspicion. Pas d'inquiétude. Pourquoi y en aurait-il? Elles semblaient identiques. Et son excès de confiance, sa certitude absolue qu'elle m'avait déjoué, que son plan était sans faille, avait tué tout instinct de double vérification. Elle a tendu la main vers le verre devant elle maintenant. Le droguer. Son sourire était toxique, triomphant. Allez, dit-elle en levant la flûte en cristal vers moi. Portons un toast à ton bonheur, Camille. J'ai levé mon verre propre, forçant mon visage à faire un sourire que j'ai rempli de sens cachés. Chaque once de satisfaction, chaque morceau de justice retardée, chaque année où l'on m'avait dit de m'accommoder d'elle, j'ai tout mis dans ce sourire. Merci, sœurette, dis-je doucement. À une nuit que nous ne pourrons pas oublier. Les flûtes en cristal se sont rencontrées avec un tintement clair et pur qui a résonné dans notre section de la table. Tchin. Chloé a porté le verre à ses lèvres et a bu profondément, ses yeux verrouillés sur les miens par-dessus le bord. Elle pensait regarder son plan se dérouler, pensait voir le début de ma chute. J'ai siroté mon champagne propre et je l'ai regardé boire sa propre sentence. Le liquide incolore, de la mélatonine ou quelle que soit la dose qu'elle m'avait préparée, a glissé dans sa gorge avec le champagne millésimé coûteux. Elle a posé son verre avec un soupir satisfait, souriant toujours. J'ai souri en retour. Et j'ai attendu. Après le toast, j'ai joué mon coup. Je devais vendre ça. Je devais faire croire à Chloé que son plan fonctionnait exactement comme elle l'avait conçu. Alors je suis devenue silencieuse. Je me suis légèrement détournée de la conversation de table, laissant mon sourire s'estomper en quelque chose de plus neutre, de plus modéré. Quand Charles m'a posé une question sur le timing du service du dessert, j'ai répondu en termes doux et vagues. Quand Guillaume a essayé de m'inclure dans une blague sur les pires discours de mariage dont ils avaient été témoins à la fac de médecine, je n'ai réussi qu'un rire faible. Chloé l'a remarqué immédiatement. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, je pouvais sentir la façon dont elle se penchait légèrement plus près, étudiant mon visage pour détecter les signes des drogues faisant effet. Je lui ai donné ce qu'elle voulait, une mariée devenant plus calme, un peu déconnectée, légèrement floue. Le coin de sa bouche a tressailli vers le haut. Elle pensait que ça marchait. Elle pensait que je commençais à ressentir les effets de la mélatonine, que dans quelques minutes de plus je trébucherais, bafouillerais, me donnerais en spectacle devant 200 invités et toute la famille de Charles. Elle s'est rassise sur sa chaise, vibrant pratiquement d'excitation, sa confiance grandissant à chaque minute qui passait. Mais ce que Chloé ne réalisait pas, ce que son égocentrisme ne la laissait pas voir, c'était que les drogues étaient dans son système maintenant, absorbées dans son sang, commençant leur voyage vers son cerveau. La voix du DJ a crépité dans le système de sonorisation, douce et professionnelle. Mesdames et messieurs, nous invitons maintenant le témoin du marié à dire quelques mots. La salle de bal s'est calmée, les conversations s'éteignant alors que les invités tournaient leur attention vers la petite scène près de la table du gâteau. Guillaume s'est levé, boutonnant sa veste avec un sourire facile. J'ai vérifié l'heure, la soirée se déroulait précisément selon le programme, juste après 20h. Il s'est dirigé vers le micro, et pendant les minutes suivantes, il a fait rire toute la salle. Des histoires sur la cuisine terrible de Charles dans leur appartement partagé pendant l'internat. La fois où Charles avait accidentellement porté des chaussures dépareillées pour une présentation formelle à l'hôpital. Le moment où Guillaume avait su que Charles était sérieux à mon sujet parce qu'il avait commencé à faire sa lessive au lieu d'acheter de nouveaux vêtements quand il n'avait plus de linge propre. Le timing était parfait. Le discours de Guillaume a créé un tampon,
une période où toute l'attention était concentrée ailleurs, où les changements subtils commençant à se produire dans le corps de Chloé passeraient inaperçus dans la salle de bal. Je la regardais du coin de l'œil. Elle souriait toujours, jouant toujours son rôle de témoin solidaire, mais je l'ai vue, la façon dont elle a bougé légèrement sur son siège. La façon dont sa main est montée pour toucher sa tempe brièvement, le petit pli qui s'est formé entre ses sourcils, la mélatonine commençait à agir. La mélatonine liquide agit plus vite que les pilules, s'absorbant rapidement dans le sang. Chloé le sentirait maintenant, une lourdeur subtile dans ses membres, un léger flou s'insinuant dans ses pensées. Mais elle confondrait cela avec la nervosité de son prochain discours, ou peut-être le champagne frappant un peu plus fort que prévu. Elle ne soupçonnerait jamais la vérité. Guillaume a terminé son discours sous des applaudissements enthousiastes et est retourné à sa place, tapant sur l'épaule de Charles en passant. Charles s'est levé pour serrer son meilleur ami dans ses bras, et les deux ont partagé un moment qui a fait clignoter l'appareil photo du photographe à plusieurs reprises. Le DJ est revenu au micro. Merci, Guillaume. Et maintenant, nous aimerions entendre la demoiselle d'honneur. Le moment était arrivé. Chloé s'est levée. Je l'ai observée attentivement, me souvenant de chaque détail. La façon dont elle a dû se stabiliser brièvement avec une main sur la table. La légère pause avant qu'elle ne s'éloigne de sa chaise, comme si elle rassemblait sa coordination, l'éclat forcé de son expression qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle pensait que c'était le trac. Elle pensait que c'était l'anxiété naturelle de parler en public, mais je savais mieux. Les drogues prenaient le dessus, créant cette sensation caractéristique de tête légère, rendant ses membres lourds et déconnectés. Dans 10 minutes, elle lutterait pour garder les yeux ouverts. Mais juste maintenant, à ce moment, elle avait encore assez de clarté, assez de confiance diluée pour croire qu'elle avait le contrôle. Elle a marché vers la scène, ses pas peut-être une fraction plus lents que la normale, mais encore assez stable, et elle s'est dirigée droit vers l'endroit qu'elle avait probablement prévu depuis des jours, juste à côté de la tour du gâteau. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le chef-d'œuvre Red Velvet à 7500 €, avec ses feuilles d'or comestibles et ses fleurs en sucre faites à la main, serait la toile de fond parfaite pour les photos qu'elle posterait plus tard. Le gâteau coûteux signalerait la richesse, le statut, la connexion à la vieille fortune. Ce serait la preuve visible qu'elle avait réussi, qu'elle faisait partie de ce monde. Elle s'est positionnée aussi près de la table du gâteau que possible, probablement plus près que le personnel de traiteur ne l'aurait souhaité. Sa main gauche tenait un verre de vin nouvellement rempli, et sa main droite a accepté le microphone sans fil du DJ, le microphone. Ce magnifique et traître microphone sans fil qui diffuserait chaque mot à toute la salle de bal à travers le système de sonorisation sophistiqué que la famille de Charles avait payé en supplément. Chloé n'y a pas pensé. N'a pas considéré ce qui pourrait arriver si elle perdait le contrôle de ses mots, si les drogues dans son système la rendaient véridique et désinhibée. Elle a juste souri à la foule et a commencé à parler. « Bonsoir à tous », a-t-elle commencé, sa voix amplifiée parfaitement par les haut-parleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé, la sœur de Camille et son témoin. Ces mots étaient encore clairs, encore contrôlés, mais je pouvais voir l'effort que cela prenait, la façon dont elle se tenait juste un peu trop immobile, comme quelqu'un essayant de ne pas vaciller. Je connais Camille depuis toute ma vie, évidemment, et je dois dire, elle a fait une pause pour l'effet, jouant avec la foule. Ça a été tout un voyage de l'avoir trouvé quelqu'un digne d'elle. Rire poli des invités. Camille a toujours été la responsable, l'organisée, celle avec les plans parfaits et la carrière parfaite. Il y avait d'un tranchant dans sa voix maintenant, quelque chose d'aigu caché sous la douceur mielleuse, et maintenant elle a le mari parfait de la famille parfaite. J'étais assise en bas de l'estrade, ma main trouvant celle de Charles et la serrant fort. Il a serré en retour. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Aucun d'eux ne le savait. Chloé a levé légèrement son verre de vin, le liquide accrochant la lumière. Alors, voici à Camille, a-t-elle dit, son sourire large, faux et empoisonné. À ma sœur parfaite et sa vie parfaite. La foule a murmuré son appréciation, les verres se levant en réponse. Mais je suis restée assise là, regardant, attendant. Attendant le moment où la mélatonine frapperait de plein fouet. Attendant que le karma frappe. Attendant que ma sœur tombe. Les applaudissements pour mon discours résonnaient encore dans la salle de bal quand Chloé a levé son verre de vin haut,
ce sourire exercé étiré sur son visage. Elle a livré sa performance impeccablement, la sœur aimante, la demoiselle d'honneur gracieuse, l'image de l'unité familiale. Mais je savais mieux. J'avais toujours su mieux. À ma sœur et à son nouveau mari, annonça-t-elle, sa voix portant cette intonation théâtrale qu'elle avait perfectionnée pour ses vidéos Instagram. Puisse votre mariage être tout ce que le mien sera un jour. La foule a murmuré son approbation. La main de Charles a trouvé la mienne sous la table, ses doigts chauds et stables. J'ai regardé Chloé porter la flûte en cristal à ses lèvres, mon verre original, celui qu'elle avait si soigneusement trafiqué, et prendre une longue gorgée triomphante. La transformation n'a pas été immédiate. Elle a baissé le verre, souriant toujours, jouant toujours son rôle. Mais alors je l'ai vue. Le léger vacillement dans sa posture, la façon dont sa main libre a cherché le podium, comme si le sol avait soudainement bougé sous ses pieds. Merci à tous pour. Ces mots ont bafouillé sur les bords. Elle a cligné des yeux rapidement, ses paupières devenant lourdes. La flûte en cristal tremblait dans sa prise. Adèle s'est penchée près de moi, sa voix à peine un murmure. Combien en a-t-elle mis? Combien en a-t-elle mis? Je ne sais pas, ai-je murmuré en retour, mais à en juger par la vitesse à laquelle ça la frappe? Beaucoup plus que la dose recommandée. Elle oscillait visiblement maintenant, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait le pied du micro. Toute la salle de bal était devenue silencieuse, 300 invités regardant la façade soigneusement construite de ma sœur s'effondrer en temps réel. Pourquoi? Sa voix a craqué à travers les haut-parleurs, confuse et effrayée. Pourquoi le plafond tourne-t-il? Le verre de vin a glissé de ses doigts en premier. Il a dégringolé dans les airs dans ce qui a semblé être un ralenti, le cristal accrochant la lumière avant de se briser contre le sol de la scène. Le son était net, final comme un coup de feu dans le silence soudain. Puis les jambes de Chloé ont lâché complètement. Elle a basculé en avant, sa main droite agrippant toujours le microphone dans une prise mortelle, comme si ce mince morceau de métal pouvait d'une manière ou d'une autre l'ancrer à la conscience. Son corps a bougé avec le poids terrible de la gravité morte, aucune tentative de se rattraper, aucun instinct protecteur restant dans son système drogué. L'impact a été catastrophique. Boum. 6 étages de gâteau de mariage Red Velvet, 7500 € de perfection artisanale, chaque couche soigneusement conçue avec des détails en feuilles d'or et des fleurs en sucre délicates, ont explosé au contact. Le visage de Chloé a frappé en premier, puis tout son torse, sa robe de demoiselle d'honneur à 1600 € plongeant dans la destruction comme un plongeur entrant dans l'eau. Sauf qu'au lieu de l'eau, il y avait du glaçage à la crème au beurre, des miettes de gâteau et l'intérieur cramoisi profond des couches de Red Velvet. Le visuel était horrifiant. La crème blanche se mélangeant au gâteau rouge créait quelque chose qui ressemblait de façon troublante à une scène de crime. Ma sœur gisait immobile dans les décombres, ses cheveux blonds platine collés par le glaçage, sa robe ivoire maintenant tachée au-delà de toute reconnaissance. On aurait dit qu'elle avait été détruite, violemment, devant 300 témoins. Le cri de ma mère a percé l'air. Chloé! Mais Charles bougeait déjà. Sa formation de médecin s'est enclenchée avant que quiconque d'autre ne puisse même traiter ce qui s'était passé. Il était sur la scène en quelques secondes, son smoking oublié alors qu'il tombait à genoux à côté des débris du gâteau. Que quelqu'un coupe la musique, commanda-t-il, sa voix calme mais absolue. Le quartet de jazz s'est tu immédiatement. Charles a travaillé vite, ses mains bougeant avec une précision professionnelle. Il a attrapé l'épaule de Chloé et l'a fermement roulée sur le côté pour dégager ses voies respiratoires, essuyant l'épaisse couche de crème au beurre de son nez et de sa bouche. J'ai regardé mon mari vérifier son pouls à son cou, puis soulever ses paupières pour examiner ses pupilles, son expression s'assombrissant à chaque évaluation. Toute la salle de bal retenait son souffle. Guillaume restait figé à la table d'honneur. Éléonore avait la main pressée sur son cœur. Mon père poussait à travers la foule, le visage pâle. Le mouvement d'être retourné a semblé secouer Chloé. Sa main était toujours enroulée autour du microphone, l'appareil sans fil traînant sur son menton alors que Charles la positionnait. Dans son délire, ses yeux se sont ouverts, flous, ne voyant rien. Elle a regardé directement Charles, mais je pouvais dire qu'elle ne le voyait pas vraiment. Non. Le mot est sorti brisé, à peine audible,
mais le microphone, reposant maintenant juste près de ses lèvres, l'a capté parfaitement. Sa voix a résonné à travers les haut-parleurs de la salle de bal, déformée et faible. Mauvais verre. Le verre drogué? L'aveu a flotté dans l'air comme de la fumée. Le temps a semblé se figer. Chaque personne dans cette salle de bal l'avait entendu. Les mots étaient pâteux, confus, mais indubitables. Mauvais verre. Verre drogué. L'implication était inéluctable. Les mains de Charles se sont immobilisées. Il a levé la tête lentement, son regard passant de la forme inconsciente de Chloé à l'endroit où mes parents se tenaient maintenant au bord de la Seine. Son expression était froide, plus froide que je ne l'avais jamais vue. Elle ne fait pas un AVC, a-t-il dit, chaque mot précis et clinique. C'est une toxicité synergique. L'alcool potentialisant un dépresseur du système nerveux central. Ce sont les symptômes classiques d'une surdose de sédatifs. Ma mère a émis un bruit d'étouffement. Quoi? Non, ce n'est pas, elle ne ferait pas. Charles a sorti son téléphone et a appelé le 15, expliquant brièvement la situation au régulateur en utilisant la terminologie médicale avant de raccrocher. Mon père a finalement retrouvé sa voix. C'est ridicule. Chloé ne ferait jamais, il doit y avoir une erreur. Charles a mis fin à l'appel et s'est levé, dominant mes deux parents. Le regard qu'il leur a lancé aurait pu geler le feu. Vous deux irez à l'hôpital avec elle. Je n'appellerai pas la police ce soir. Il a fait une pause, et j'ai vu quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. Mais s'il se passe autre chose, s'il y a ne serait-ce qu'un incident de plus, je ne peux pas promettre la même courtoisie. La menace était claire. Mon père, qui avait passé toute ma vie à écraser tout le monde avec ses opinions et ses exigences, a effectivement reculé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, complètement réduit au silence par l'autorité absolue de Charles. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, l'avantage d'être dans le centre de Bordeaux. Les ambulanciers ont chargé Chloé sur un brancard, son visage encore barbouillé de glaçage et de miettes de gâteau, sa robe ruinée au-delà de toute réparation. Ma mère est montée dans l'ambulance sans un mot, le visage tordu dans cette expression familière de souffrance martyre. Mon père s'est attardé à l'entrée de la salle de bal, me regardant avec quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Accusation? Culpabilité? Peur? J'ai soutenu son regard fermement, refusant de détourner les yeux, refusant de lui donner le confort de ma soumission. Puis il est parti, et l'ambulance s'est éloignée dans la nuit bordelaise. La salle de bal était un chaos, les invités murmurant en groupe choqué, le personnel de l'hôtel figé dans l'incertitude, le gâteau détruit, un monument cramoisi au désastre de la soirée. Je me tenais à la table d'honneur, la main de Charles dans la mienne, et j'ai senti quelque chose d'inattendu m'envahir. Le soulagement. Un soulagement pur et simple. Adèle est apparue à mes côtés, son téléphone tenu comme un trophée. J'ai tout enregistré, annonça-t-elle, ses instincts d'avocate pénaliste vifs comme jamais, la chute et l'aveu. L'audio est cristallin. Elle a tapé sur l'écran, et la voix droguée de Chloé a joué en retour. Mauvais verre. Le verre drogué? Plusieurs invités proches l'ont entendu, les murmures se sont intensifiés. J'ai regardé la vérité se propager dans la foule comme une pierre jetée dans une eau calme. Ma sœur, l'enfant chéri, la plus jeune fille adorée venait d'avouer une tentative d'empoisonnement devant 300 témoins. Le chasseur était devenu la proie. Éléonore s'est approchée de nous, sa robe de créateur on ne sait comment toujours immaculée malgré le chaos. Elle a regardé le gâteau détruit, puis moi, son expression indéchiffrable. Eh bien, dit-elle finalement, une pointe d'amusement sec dans la voix. C'est certainement le mariage le plus mémorable auquel j'ai jamais assisté. Le directeur de l'hôtel s'est matérialisé, se tordant les mains. Madame Ashford, Madame de Montmorency, je suis terriblement désolée pour cet incident. Devrions-nous mettre fin à la réception, étant donné les circonstances? J'ai regardé le gâteau ruiné, les miettes de red velvet éparpillées sur la scène comme des preuves de violence, le glaçage blanc étalé sur le sol, le magnifique chef-d'œuvre de 6 étages réduit en gravats, 7500 € d'art détruit, et tout ce que je sentais était de la légèreté. Je me suis tournée vers Charles, ses yeux bleus cherchaient les miens, inquiets mais sans pitié. Comment vas-tu?
demanda-t-il doucement. C'est la première fois que je te vois respirer facilement depuis nos fiançailles, a-t-il dit avant que je puisse répondre. Il avait raison. Pendant des mois, j'avais marché sur des œufs, gérant les attentes de ma famille, essayant d'éviter exactement ce genre de scène. J'avais payé la robe de Chloé, je l'avais incluse dans chaque détail, je m'étais pliée en 4 pour maintenir la paix, et elle avait essayé de me droguer quand même. Mais maintenant, le monstre avait été chassé. J'ai regardé le directeur de l'hôtel et j'ai souri un vrai sourire, pas celui que je portais toute la soirée. Nettoyez tout ça, sortez plus de vin et tous les desserts que l'hôtel a en cuisine. La nuit ne fait que commencer. Le directeur a cligné des yeux. Vous voulez continuer? C'est ma réception de mariage, ai-je dit fermement, et je vais célébrer avec les gens qui se soucient vraiment de moi. Quelque chose a changé dans la salle après ça. Les invités qui étaient venus par obligation, les amis de mes parents, les matrones de la société qui avaient assisté pour les apparences, ont fait leur sortie discrète. Mais les gens qui restaient? C'étaient les nôtres. Les collègues de médecine de Charles, mes amis du travail, Adèle et Guillaume, Éléonore et les membres de la famille qui avaient vraiment pris le temps de nous connaître. Le quartet de jazz a recommencé à jouer, l'hôtel a sorti des plateaux de tartes au chocolat et de tartelettes au citron, quelqu'un a ouvert plus de champagne. Sans le poids du jugement de ma famille pesant sur tout, la réception s'est transformée en quelque chose d'authentique. J'ai dansé avec Charles sous les lustres, ses bras autour de ma taille, et j'ai senti la tension que je portais depuis des années enfin se relâcher. Pas de regret? Non, murmura-t-il contre mes cheveux. Aucun, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Adèle a croisé mon regard de l'autre côté de la piste de danse, levant sa flûte à champagne dans un toast silencieux. Elle me mettait en garde contre ma famille depuis des années. Ce soir, elle avait eu raison de la manière la plus spectaculaire possible. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrant par les fenêtres de la suite de l'hôtel, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. « Comment as-tu pu laisser cela arriver ? Chloé l'a fait seulement parce qu'elle se sentait exclue. Elle s'est sentie sous pression en te voyant entrer dans une famille si riche. Elle a fait une erreur. Tu dois lui pardonner. La famille, c'est la famille. » Je l'ai lu 2 fois, sentant la culpabilité familière essayer de prendre racine. L'ancienne Camille, celle qui avait passé 29 ans à essayer de gagner l'amour de ses parents, aurait répondu. Se serait excusée. Aurait trouvé un moyen de faire en sorte que ce soit de sa faute. Mais cette Camille était morte quelque part entre l'échange de verres et la destruction du gâteau. J'ai supprimé le message sans répondre. Puis j'ai bloqué le numéro. Charles me regardait depuis le lit, comprenant sans demander. Ça va? Ouais, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je vais vraiment bien. J'ai bloqué le numéro de mon père ensuite. Puis celui de Chloé. Un par un, j'ai coupé les fils qui m'avaient lié à leur toxicité toute ma vie. Plus de virements pour couvrir les dettes de Chloé. Plus d'appels téléphoniques culpabilisants. Plus de jouer le rôle de la fille décevante. La liberté avait le goût de l'air matinal de Bordeaux, frais et propre. 1 an plus tard, Charles m'a emmené à un contrôle prénatal au CHU de Bordeaux. J'étais enceinte de 8 mois, mon ventre rond et ferme sous ma robe d'été. L'échographiste a souri en déplaçant la sonde sur ma peau. Tout semble parfait, a-t-elle dit. Votre petite fille est en bonne santé et grandit pile selon le programme. Une fille. La main de Charles s'est resserrée autour de la mienne, ses yeux brillants de larmes non versées. Nous avions parlé de ce moment pendant des mois, du genre de parents que nous voulions être, du genre de famille que nous voulions créer. Pas d'enfant chéri, ai-je dit doucement, faisant écho à la promesse que nous nous étions faite. Chaque enfant égal, a convenu Charles. Toujours. Nous sommes rentrés à la maison à travers le quartier historique, passant devant les immeubles en pierre et les platanes. Mon téléphone, nouveau numéro, nouveau contact, restait silencieux dans mon sac à main. Ma mère avait essayé de tendre la main par le biais de connaissances communes, laissant des messages sur le fait de vouloir faire amende honorable et faire partie de la vie de sa petite fille. Je n'avais pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester des cendres. Ce soir-là,
je me suis assise sur notre terrasse avec mon ordinateur portable, composant un message pour le forum en ligne où j'avais documenté mon histoire. Le désastre du mariage avait été trop spectaculaire pour rester complètement privé. Des opinions fortes. J'ai besoin de vos avis sur quelques points, ai-je tapé, parce que ma famille ne me laisse toujours pas tranquille, et je veux des perspectives extérieures. Question 1. Ai-je été trop dur en échangeant les verres? Ma mère dit qu'une bonne sœur aurait juste jeté le vin au lieu de laisser Chloé se faire du mal. Question 2. Chloé a détruit un gâteau à 7 500 €. Devrais-je la poursuivre au tribunal civil pour compensation, ou juste considérer cela comme des frais de scolarité pour sa leçon de vie? Question 3. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il vaut mieux perdre 7 500 € pour se débarrasser des gens toxiques que de préserver un faux mariage parfait? S'il vous plaît, laissez un commentaire. J'ai appuyé sur publier et j'ai fermé l'ordinateur portable. À l'intérieur, Charles cuisinait le dîner, fredonnant sur du jazz. Par la fenêtre, je pouvais le voir bouger dans notre cuisine, notre maison, notre vie, construite sur l'honnêteté au lieu de la manipulation. Ma fille a donné un coup, un petit battement ferme contre mes côtes. J'ai pressé ma main sur l'endroit, sentant le miracle d'une nouvelle vie, de nouveaux départs. Le gâteau de mariage avait été détruit. La robe de demoiselle d'honneur ruinée. Mes liens familiaux coupés. Et je n'avais jamais été aussi heureuse. Le monstre était parti. La cage était ouverte. Et j'étais enfin, complètement libre.